L'Eurogroupe et le FMI viennent de se réunir pour discuter du cas grec. Or, les nouvelles sont très mauvaises. En effet, la Grèce a dû réévaluer sa dette et maintenant elle s'élève à 166% du PIB. Quant au taux d'intérêt que les Grecs doivent payer pour emprunter et donc combler les déficits, il s'élève maintenant à 20%. Ce taux d'intérêt de 20%, c'est complètement délirant. Et pourtant, la Grèce a besoin, immédiat ou presque, de 50 milliards d'euros. Comment en est-on arrivé là? Tout d'abord, il faut bien avouer que la Grèce a toujours plus ou moins trafiqué ses comptes. Dès l'entrée dans l'euro, chacun savait que, bien évidemment, la Grèce ne respectait pas les critères de Maastricht. Mais l'Europe a préféré fermer les yeux et intégrer la Grèce à l'euro. Ça, déjà, c'est un problème. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que ce problème a persisté? Eh bien, ça tient aussi au fait qu'il est extrêmement difficile pour l'État grec de récupérer les impôts nécessaires. En effet, la fraude fiscale est un sport national et donc les recettes de l'État ne sont pas très importantes. Mais pendant un certain temps, ça n'a pas été très gênant parce que l'État grec pouvait emprunter à des taux d'intérêt extrêmement faibles. L'euro était une monnaie forte et donc les taux d'intérêt qui étaient liés à cette monnaie étaient très faibles. Et même parfois pour les Grecs, il arrivait que ce soit négatif parce que l'inflation en Grèce était supérieure au taux d'intérêt. Donc c'était vraiment un véritable paradis pour l'État grec qui a emprunté pour pouvoir développer le pays, pour faire toutes les infrastructures nécessaires au tourisme par exemple. Donc là, on voit déjà un gros problème d'emprunt à des taux vraiment très faibles du temps où l'euro était à sa splendeur. Là-dessus est arrivée la crise de 2008, celle des subprimes, et donc l'État grec a fait comme tous les autres États, il a dû soutenir ses banques, il a dû essayer d'aider ses industries, et donc en fait il a dépensé encore plus que d'habitude. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans l'incapacité presque totale de rembourser. Donc ils ont fait appel à l'Europe. L'Europe a beaucoup traîné les pieds, essentiellement les Allemands qui ne voulaient pas payer pour des pays comme la Grèce, et puis voyaient venir au loin aussi l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, etc. Et donc, en fait, finalement, ils ont accepté, mais à des conditions extrêmement draconiennes, et à condition que les Grecs fassent un plan de rigueur extrêmement fort pour récupérer l'argent nécessaire et donc pour pouvoir rembourser les emprunts qu'ils allaient émettre. En quoi a consisté ce plan de rigueur? Eh bien, tout d'abord, il a fallu faire baisser les salaires des fonctionnaires en supprimant leur 13e mois, en supprimant les primes. Ils ont décidé de faire baisser les pensions retraite de 7%. Ils ont retardé le départ à la retraite et ils ont évidemment abaissé au maximum toutes les aides sociales. Ça, c'était pour essayer de faire baisser les dépenses et ça ne suffisait pas. Donc il a fallu aussi augmenter les recettes. Pour augmenter les recettes, il y a eu une hausse de la TVA. Ensuite, on a rajouté des taxes sur les alcools, sur le tabac, sur les carburants. Et l'Europe réclame aussi qu'il y ait des privatisations pour que l'État vende les actions d'entreprises qui sont encore des entreprises nationales et donc que cet argent rentre dans les caisses de l'État. Le résultat de ce premier plan de rigueur, qui faisait suite à un prêt de l'Europe et du FMI de 110 milliards d'euros, en fait, s'est avéré extrêmement grave au niveau économique. En effet, il a déclenché une récession, c'est-à-dire une baisse du PIB de 3,5%. Pourquoi une baisse du PIB? Parce que si les fonctionnaires gagnent moins, si les retraités gagnent moins, si aussi l'ensemble des salariés est touché par soit le gel des salaires, soit la baisse des salaires, eh bien évidemment ils vont moins consommer. S'ils consomment moins,
les entreprises ne vont pas continuer à produire autant. Donc elles vont baisser légèrement leur production, ou même des fois d'une manière un peu plus importante, et donc elles vont licencier. Et donc en fait, il va y avoir en plus des chômeurs qui, évidemment, dépenseront encore moins qu'avant. Et donc on entre dans une espèce de spirale qui est une spirale déflationniste, qui est une spirale de crise. Et en plus, c'est lorsque l'État fait face à ce genre de problème, bon, d'une part, évidemment, il y a des manifestations extrêmement fortes dans les rues, mais aussi, puisque les gens ont moins d'argent, bah, évidemment, ils vont payer moins d'impôts. Et donc, il y aura moins de recettes. Donc finalement, ça a l'air complètement contraire à ce que l'on voudrait obtenir. Et comme si tout ça ne suffisait pas, on reproche aussi à la Grèce d'avoir perdu beaucoup en compétitivité. Pourquoi? Eh bien parce que depuis leur entrée dans l'euro, les Grecs ont vu leur salaire augmenter. Il y a une sorte de rattrapage parce que l'Europe du Sud avait des salaires beaucoup plus faibles que l'Europe du Nord, et que ce rattrapage des salaires a fait que, bien voilà, les salaires en Grèce, ils ont augmenté de à peu près 40%. Donc on dit, ah, 40%, c'est énorme, évidemment, ça fait tout ça de perte de compétitivité. Bon, c'est un fait, mais en fait ce qu'il faut voir, c'est que le salaire moyen actuellement n'est quand même que de 700 euros. Malgré tout, il y a eu effectivement perte de compétitivité parce que cette augmentation de salaire ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la productivité. Et le résultat, c'est un déficit commercial énorme qu'il faut lui aussi financer. Donc, comment se sortir de ce bourbier grec? La Grèce doit-elle sortir de l'euro? Doit-on l'expulser de l'euro? Quels seraient les avantages? Quels en seraient les inconvénients? C'est ce que nous verrons dans le prochain podcast.